J'en profite tant qu'il n'y a personne. Hello guys, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors il y a du monde. Allô Alex, ça va bien? Allô à tous ceux qui nous rejoignent entre temps. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde histoire de commencer. Alright, écoutez, on est déjà à 8, fait qu'on va commencer tranquillement en attendant les autres. Allô Marilyn, bienvenue, bienvenue. Alors, comme vous avez pu le voir sur la thématique, aujourd'hui on va parler un peu d'histoire. On va parler spécialement d'une ère très populaire et puis très reprise dans les mangas, et qui n'est autre que l'ère Edo, en fait, qui est l'équivalent du Moyen-Âge japonais pour le coup. Allô, allô, vous êtes de plus en plus, faites-vous entendre. Bon, bah écoutez, on est déjà pas mal, on est déjà 14, c'est qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que, pour tous ceux qui sont présents avec moi, est-ce que vous... Comment dire à quel point vous parle l'ère Edo en fait? Est-ce que vous avez déjà lu des mangas? Allô Lélia, bienvenue, tu nous rejoins. Bon, je me doute que tout le monde qui sont présents aime la période, puisque c'est une période qui est remplie de folklore. C'est une période qui est pleine en gorgée d'histoire en fait, puis qui déborde de nouvelles innovations en fait, tout simplement. Alors, l'ère Edo commence, en fait, prend vraiment part suite à allô Michael, bienvenue guys, comment je vais? Allô allô. Donc comme je vous disais, donc l'ère Edo vraiment commence à la fin de la bataille de Seki Agara en fait, donc, et plus précisément avec l'arrivée au pouvoir en fait des Tokugawa, précisément de Ieyasu Tokugawa, qui va mettre en place plein, mais je dis plein de réformes qui va faire en fait que le Japon va connaître une grosse période de paix. Donc techniquement, les historiens se battent un peu sur quelle date en fait commence vraiment l'ère Edo, mais ils s'accordent tous à dire que c'est plus ou moins vers l'an 1600, plus précisément vers l'an 1603, parce que suite à la bataille de Sekigahara, en fait, il a fallu vraiment 3 ans à Ieyasu Tokugawa, en fait, pour vraiment asseoir son pouvoir, puis avoir vraiment la mainmise sur tout le Japon. Donc, suite à cette bataille historique, qui est probablement une des batailles les plus meurtrières qu'il y a eu au... What's ça? Oh, allô Alain, putain, j'ai bloqué Alain sur ton... Allô, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vois allô Victoria, allô Alain, bienvenue parmi nous. Comme je disais, on commence sur l'ère Edo, une période qui est très riche en plein de choses imaginaires, ne serait-ce que en termes d'imaginaire, de folklore, au niveau des samouraïs, au niveau des geishas, c'est une période qui va beaucoup inspirer les mangaka pour le coup, pour écrire leurs mangas. Donc vraiment une grosse période historique et littéraire pour le coup. Donc Victoria qui nous dit bonjour tout le monde, et sinon j'espère que tu vas bien. Bah écoute, personnellement moi je vais bien. J'espère aussi que tout le monde est correct. Ok, on va continuer. Donc, comme je disais, suite à la prise de pouvoir de Tokugawa, en fait, c'est
pas mal, c'est pas plus de 251 ans et des poussières de paix relatif au Japon en fait. Il y a eu des petites escarmouches par-ci par-là, mais globalement c'est une période de paix et de prospérité pour la culture japonaise pour le coup. Donc la région correspond aussi beaucoup à plusieurs réformes que je vous en ai parlé un peu plus tôt, notamment la fameuse fermeture du pays en fait aux étrangers qu'on appelle le sakoku. Il y a beaucoup plus de samouraïs, c'est le début, puis le plein essor de la case des samouraïs, puis on verra plus tard que c'est aussi la fin de la case des samouraïs. On a une volonté de la bourgeoisie en fait de se démasquer en fait de l'aristocratie. On a l'émergence de l'ukiyo-e, qui est l'apparition des estampes japonaises pour le coup, qui est très très intéressante dans le sens où c'est vraiment juste à cette période, ou presque à cette période, où on recense les seules estampes japonaises pour le coup. On a aussi un boost au niveau de l'artisanat, tout ce qui est fait, produits terroirs, agriculture et tout ça. On a la naissance du kabuki, notamment avec le théâtre No qui faisait des jaloux, qui faisait des envieux, et qui était envié par le peuple en fait. C'est que le peuple a décidé de créer son propre théâtre. Il y a vraiment beaucoup de choses, notamment la mise en place du Sankin Kotai, qui était pas une loi, mais une option en fait pour contrôler les daimyo, puis avoir le contrôle sur leur pouvoir, puis tout ce qu'ils faisaient un peu, avec la mise en place d'un système de résidence alternée qui obligeait les daimyo en fait à vivre 1 an sur 2 à Edo, fait que l'actuel Tokyo en fait, qui est aussi devenu une nouvelle capitale. Et en fait, les familles étaient un peu retenues en otage, si on peut dire ça, dans le sens où les familles étaient obligées, des daimyo aussi, étaient obligées de rester en permanence à Edo en fait, qui leur servait justement d'otage à Tokugawa s'il y avait quoi que ce soit qui se passait avec les daimyo, ne serait-ce qu'une rébellion, ne serait-ce que autre chose en fait. On a aussi le Shinokosho, qui est une division sociale envers plusieurs classes au niveau du peuple. Avec ce qui est très cool en fait, c'est avec l'étymologie en fait, le Shinokuso. Si on divise en fait, il y a 4 sonorités, donc il y a le Shi, le No, le Ko et le Sho, qui représentent chacune une des classes, une des divisions de la société pour le coup. C'est qu'on avait les samouraïs, les paysans, les artisans et les marchands, tout simplement. Et l'émergence aussi du fait que, étant donné que c'est une période de paix, les samouraïs, un peu, qui sont les guerriers du Japon, sont relayés au concept de l'art, notamment avec l'apparition de la voie du Bushido. Donc Bushi qui est guerrier et Do, la voie 2. Et dans le fond, une grosse partie des samouraïs voit plus leur prédisposition martiale, en fait, comme étant de l'art et pas autre chose. Donc, assez pour l'histoire, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de manga pour le coup. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez. Je vais arrêter avec le côté un peu barbant de l'histoire, pour moi ça me passionne, mais on va parler manga, je vous fais plus attendre. Puis on va commencer avec la partie des yokai en fait. De base, en fait, les yokai, les dieux et tout ça, les compagnies en fait, sont pas mal déjà ancrés depuis très longtemps en fait dans le Japon. Notamment, en plus avec le renfermement du Japon sur lui-même, en fait, ça va accentuer, puis ça va même transformer de yokai. Fait que certains yokai qui avaient une signification vraiment spécifique va totalement changer en fait. Puis il va avoir une autre signification. Donc c'est un peu comme l'équivalent des dieux grecs en fait au niveau de la compréhension, dans le sens où dès le moment où il y a quelque chose qui ne va pas être compris ou appréhendé en fait par la religion ou par le commun de la population, on va de base ou systématiquement lui attribuer un yokai qui est responsable de telle chose ou telle chose. Notamment un qui me fait vraiment rire, qui est le yokai, si je dis pas de bêtises, c'est le yokai de la bouteille d'huile, qui fait que de temps en temps les japonais en même mettaient une bouteille d'huile sur le bord de leur fenêtre, puis avec le vent en fait la bouteille d'huile tombait puis prenait feu en fait, puis ça faisait que le bâtiment prenait feu. Puis cet événement là, qui est tout con en fait parce que c'est juste le vent qui a poussé le truc, tu sais,
est associé à un yokai. Fait que vous voyez un peu le genre de choses que ça peut évoquer, puis quel genre de yokai peut naître des petits événements random finalement qui existent. Alors, pour la catégorie yokai, si on peut dire ça, on va parler de Bakemonogatari et de Hell's Paradise en fait. Donc on va commencer par Hell's Paradise en fait qui est ici, donc qui est un manga qui va parler de ninja, l'histoire d'un ninja renégat en fait qui, pour pouvoir retrouver sa femme et obtenir la liberté, va se rendre avec plusieurs autres délinquants sur une île en fait et vont partir à la recherche d'un élixir d'immortalité pour justement le daimyo, le shogun Tokugawa qui veut atteindre l'immortalité. Donc, comme je le parlais l'autre fois sur les fantômes, les yokai et tout ça, il y a beaucoup d'allusions aux yokai, aux démons, notamment avec celui-ci ici. Donc dans le fond, qui est ces fleurs qui sont le résultat d'une espèce de papillon qui est un yokai, je pense que c'est le Shosenzu, si je dis pas de bêtises, qui vient se déposer en fait, et des moments où il se dépose sur Allo Sami, bienvenue parmi nous, tu nous rejoins. Comme je disais, on parle de yokai pour le moment, et on parle de Hell's Paradise, si tu veux reprendre là où on en est. Et je disais, c'est des papillons qui, des moments où ils viennent toucher quelqu'un en fait, cette personne est parasitée en fait. Donc c'est un yokai qui est associé en général aux maladies. Dans le folklore japonais, j'essaie de vous trouver une image du papillon, ils sont quand même très cool, très bien, très stylés. Ce genre de dessin en fait, on plonge vraiment dans la mythologie puis dans le folklore japonais avec justement les yokai. La preuve on est justement de ces espèces de créatures. Donc, on a le papillon ici dont je vous parlais et cette espèce de bestiole dégueulasse pour le coup qui va, pour le coup le personnage va être infecté et il va y remédier. Si vous aimez le yokai, Hell's Paradise c'est un gros must, c'est une série que je suis vraiment personnellement puis j'adore. Allo Steph, bienvenue, mon dieu, il y a du monde là, il y a du monde hein. Et le suivant en fait on va plus parler des petites divinités en fait, fait que c'est un peu un mix des deux entre les divinités et les yokai. J'en parlais l'autre fois avec encore une fois le live sur les divinités où il y a beaucoup de dieux qui sont nés un peu de tout et n'importe quoi. Et ça va être le cas dans Bakemonogatari, mais c'est pas uniquement des dieux, mais c'est aussi des chimères. Étant donné qu'on est au Japon, il y a beaucoup de chimères japonaises, de dieux, notamment avec l'héroïne qui se fait posséder, pas posséder, mais qui fait un marché avec un crabe qui est une divinité de la campagne pour le coup. Donc, très cool. Donc l'entièreté de la série va se reposer sur ces chimères, sur ces légendes urbaines, sur ces dieux, sur tout ce qui est yokai en fait, et sous forme de petites enquêtes de comment résoudre, comment arriver à exorciser tel ou tel personnage. Encore une fois, très cool. Je vais essayer de vous montrer encore une fois des images, comme par exemple on peut le voir ici avec la fameuse divinité du crabe qui a pris en partie possession du corps de la jeune fille et qui est le dieu pour le coup avec qui elle a fait un marché. Que, comme vous le voyez, c'est pas mal ancré dans le manga actuellement. Mais en plus, donc ça c'est dû au renfermement du Japon sur lui-même, donc il y a de plus en plus de croyances, le pays étant suivant principalement des religions shintoïsme et bouddhisme, c'est très facile en fait d'allouer ce genre de croyances populaires finalement à plein de choses en fait, alors que c'est des trucs totalement basiques. En parallèle, suite à ça, donc suite à l'ouverture du pays, donc à la fin de l'ère Edo pour le coup, donc 250 ans plus tard, c'est l'inverse qui se fait en fait. C'est le Japon en fait qui s'ouvre au reste du monde et dans le fond la culture classique est développée. Donc la culture du Japon en fait est influencée par les nouveautés occidentales, notamment avec l'apparition des dieux de la mort et notamment l'apparition des Shinigami. Pour ceux qui connaissent, vous savez où je m'en vais. On va parler des deux qui sont, des trois plutôt,
qui sont les plus populaires au niveau des Shinigami. Évidemment, quoi de mieux que évidemment Death Note, c'est le centre principal de l'histoire. Donc Ryo qui découle en fait de ça que le Japon en fait s'est approprié ce concept des Shinigami. Avec les dieux de la mort, pour le coup, Death Note en tire vraiment un gros parti avec le Death Note aussi, donc on entend plus dans la fiction avec un concept de base qui est vraiment cool. On a aussi, mais ça c'est plus anecdotique, c'est plus comme un personnage récurrent. On a Soul Eater pour le coup, avec Shinigami en fait, qui est le directeur de l'académie de Shibusen dans Soul Eater, et qui est littéralement le dieu de la mort tout simplement. Donc Vincent qui nous dit le Japon a plutôt été forcé à s'ouvrir restement. Oui. Je rentre pas dans les détails parce que si on rentre dans les détails, on en a vraiment pour pas mal d'heures. Mais oui, c'est comme quand le Japon a dû s'ouvrir au reste du monde. Il y a plein de choses, notamment avec le célèbre général américain, entre autres, qui a dû faire signer un traité, je sais plus le nom du traité, mais c'était assez intense pour le moment, à l'époque pour le coup. Mais ça, je vous passe les détails. Je fais ça d'un terme plus global déjà pour moi gagner du temps parce que je pourrais pas parler de tout évidemment, et ne serait-ce que pour essayer de ne pas vous endormir sur les modalités et puis les détails de tout ce qui touche à l'histoire. Même si je trouve que c'est vachement passionnant. Justement, si vous êtes curieux, allez-y, allez voir. C'est vraiment cool, l'histoire du Japon est vraiment passionnante. Fait qu'on continue avec les Shinigami, avec Bleach pour le coup, évidemment, qui en fait aussi son centre d'intrigue, avec le concept des Shinigami, le fait d'amener l'âme vers le paradis, les différentes strates du paradis. Pour le coup, c'est pas mal un mix entre les deux, entre le côté moderne puis étranger qui est apporté avec l'ouverture du pays au reste du monde, et le côté traditionnel avec la religion traditionnelle shintoïsme et bouddhisme. Je vous fais pas l'affront de vous présenter Bleach parce que c'est un gros classique qui fait partie des Big Three avec Naruto et One Piece évidemment, qui a les gros shonen qui se sont écrits en fait dans les années 2090. Ok, donc ensuite on va parler de Oni, fait qu'on va parler de démons. Et quoi de plus pertinent que, en voulant parler de démons, que de parler évidemment de Demon Slayer. Même chose, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il assure, tout le monde le connaît, tout le monde est dessus, c'est une méga bonne série, encore une fois. Donc même chose, les Oni sont... donc même chose, ça a été pris, puis ça a été réadapté évidemment. Ils sont issus en fait du folklore japonais, évidemment. Ça dépend, j'ai plusieurs versions qui me disaient que d'un côté c'est vraiment des êtres maléfiques, d'un autre côté ça peut être des représentants des dieux ou des esprits qui sont passés du mauvais côté, qui ont basculé en fait vers un côté maléfique. Il y a plein de versions. Puis j'ai trouvé la petite anecdote sympa, notamment au niveau, comme vous le savez, encore une fois, les Oni sont vraiment bien ancrés dans la mythologie et dans le folklore japonais, évidemment. Et une façon dont les prêtres, les temples avaient de vouloir contrer ça, de contrer l'arrivée en fait de ces démons-là, ça a été de construire notamment les temples de façon à ce qu'il y ait toujours deux temples en fait, l'un en face de l'autre en fait. Puis je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse mes recherches, puis je découvre, fait que j'ai appris les choses. C'est très cool pour le coup. Puis non, c'est une petite anecdote à savoir comme ça qui est super sympa. Je remonte un peu dans vos commentaires. Donc Samy qui nous dit Rumiko Takahashi aborde aussi beaucoup de yokai comme Inuyasha et Rinne. Oui, je suis totalement d'accord. Notamment, mais comme tu dis, dans Inuyasha et Rinne, puis à l'époque, il faut savoir que Shigeru Mizuki, le mangaka qui fait le dictionnaire des yokai, en fait, à l'époque, avait déjà écrit son œuvre, en fait. Puis, de ses propres dires, en fait, Rumiko Takahashi a fait exprès de cibler les yokai dont il n'évoquait pas,
Puis elle se voulait vraiment très stricte sur le fait que bah, tu sais, je vais apporter autre chose, quelque chose qui n'a pas déjà été montré, puis quelque chose de nouveau en fait bah, au public, à son public finalement. Ce qui est très très cool pour le coup. Et c'est vraiment. Elle a vraiment mis du sien dans l'explication de qu'est-ce que yokai fait quoi, quel yokai a. Comment quel yokai correspond à quoi, puis c'est vachement intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai commencé justement à lire les Inuyasha et c'est de la bombe. Donc c'est ça, tout à fait Samy Claude, t'as tout à fait raison. Riko Taishi aborde beaucoup de yokai dans Inuyasha et dans Rinne aussi, donc c'est un sujet qui est très récurrent, qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle le dit d'elle-même, de sa propre voix, que l'histoire du Japon puis le folklore du Japon, c'est quelque chose qui la passionne vraiment beaucoup. Donc Vincent qui nous dit Tetsuya l'eau céleste c'est aussi une excellente série avec les yokai. Oui, il y en a beaucoup honnêtement. J'ai juste pris celle qui était à ma disposition, mais on peut parler de Nora le Seigneur des Yokai aussi, qui est une série qui se base uniquement sur les yokai, puis sur toutes les familles en fait où c'est Nora qui est voué à devenir le prochain Seigneur des Yokai. Le truc c'est qu'il a des problèmes avec son pouvoir, puis avec l'éveil de ses pouvoirs qui vont avec la fonction pour le coup. Samy Kingley, tu as adoré Inuyasha, on s'en reparlera. Oui, bah, honnêtement, écoute, Samy, j'ai toujours été un peu effrayé, si on peut dire ça, du fait de la grandeur de la série. Puis c'est drôle que tu en parles parce que j'ai regardé une interview que Rumiko Takashi avait fait lors du festival d'Angoulême de cette année, pour le coup, dont elle parle de ses sources d'inspiration, qu'est-ce qui l'a inspiré, et Shigeru Mizuki notamment est un bon exemple. Puis le pourquoi du comment elle avait abordé les yokai et tout ça. C'est que non, j'ai bien hâte honnêtement. J'ai très 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 hâte de voir ça. Puis écoute, je suis pas une série longue près honnêtement. Est-ce qu'il y a du monde qui connaissent justement la série Inuyasha ou Rinne? Je sais que Ranma est pas mal bien connu et vraiment populaire. Mais pour le coup, Inuyasha et Rinne sont un peu moins connus. Elles sont aussi populaires, mais elles sont moins lues, je dirais même. Alors, on va prendre la suite, fait qu'on va continuer sur les yokai évidemment. Ce qui est très cool avec les yokai, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y en a tellement. Puis le fait que ça évolue avec les époques, puis la signification ou le fait de le rallier à telle chose, ça change en fait à travers les âges en fait. Ça en fait une source de sujets intarissables en fait. Et on pourrait encore et encore et encore et encore écrire des yokai. Puis même, avec le temps, forcément, il y en a qui se sont fait oublier. Mais forcément, la trace écrite n'était pas forcément la même que ce qu'on a aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment une source intarissable concernant les yokai. Vous l'avez vous-même quand j'ai présenté le dictionnaire de yokai. Malheureusement, je ne l'ai plus ici. Mais c'est une brique, genre comme chaque page est dédiée à un yokai. Puis chaque page a vraiment sa légende, en fait, qui explique ce à quoi il est relié. Fait que non, c'est un des sujets les préférés des mangaka, pour être honnête. Puis je dirais même en fait que c'est carrément une nouvelle source de fantasy à elle-même en fait. Le truc c'est que c'est tellement, comment dire, c'est tellement loin ce genre de croyance, puis c'est tellement inaccessible dans notre monde actuel, parce que ça relève vraiment de la croyance populaire de l'époque finalement. Que ça en fait une nouvelle fantasy avec ces créatures qui pourraient être l'opposé en fait des dragons, des trolls, des gnomes, des nains, des elfes pour nous, avec la fantasy moderne pour le coup. Fait qu'il y a un beau petit comparé à faire avec ça. Et pour le coup, donc c'est ça. Donc tout ce qui touche aussi à la science-fiction, notamment avec Gans. Alors, ça arrive un peu tard, fait que je veux pas trop vous en spoiler, mais tout ce qui touche au niveau des yokai, des dieux, des démons, c'est aussi vachement présent dans Gans, qui est pour le coup une œuvre de science-fiction, mais vraiment de science-fiction pure et dure. Le début est assez soft, fait que ça permet vraiment au lecteur de vraiment bien s'ancrer dans l'univers, puis vraiment d'avoir ce sentiment d'immersion pour le coup. Puis plus tu avances, en fait, plus
le mangaka va vraiment faire un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est de mixer le côté science-fiction où bah, t'as des machines, t'as des aliens, t'as de la technologie alien, et le côté traditionnel avec les yokai, avec les dieux, le fait que, en fait, tu l'apprends au début, c'est vraiment le plot twist de l'histoire, c'est que les aliens sont les représentations des dieux en fait, c'est des statues, ils ont pris des apparences humaines, puis t'as tout ce côté mixé qui est assez inédit pour le coup à la série, mais même les autres séries de l'auteur ne fait pas ça en fait, fait que c'est peut-être pour ça que j'aime autant Gantz, j'aime vraiment beaucoup ce côté mixé entre les deux. Je vous reviens. Steph qui me dit c'est tellement un sujet intéressant. Oui, j'adore. Pour ouais, c'est des moments où ça touche à la mythologie. C'est bah, encore une fois personnellement, hein, c'est un truc, c'est très très cool d'avoir tout cet univers, toute cette fresque en fait qui se construit puis qui est disponible, qui est juste comme disponible à la découverte, si on peut dire ça. Donc ça aurait eu le fait que donc aussi avec l'arrivée des sciences. Ça va pas mal changer la donne, donc toutes ces croyances-là vont disparaître. Puis il en est toujours, comment dire, c'est toujours d'actualité dans le sens où même les Japonais de notre époque, pour le coup, en grosse partie, s'ils n'y connaissent pas un peu ou n'ont pas été bercés par leurs parents dans cet univers, et puis ils n'ont pas touché à ça en fait, ne connaissent pas ou presque pas les yokai en fait. Fait qu'on voit qu'avec le temps, mine de rien, si t'es pas intéressé de toi-même par le sujet puis tu fais pas tes recherches, c'est pas un truc qui est répandu à travers la population. Ensuite, on va parler. Oh non, je l'ai pas pris. Bon, je vais essayer de faire court. Mais on va parler de One Piece notamment avec carrément la fermeture et la réouverture du Japon, qui est un sujet qui est repris. Alors, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est un sujet, c'est un des derniers arcs en cours, fait que je vais faire ça de façon globale en fait. Allô Charles, bon, tu tombes juste à temps, on va parler de One Piece. C'est à ce moment-là où je suis un peu chiant dans la vidéo. Fait que c'est ça, on va parler de One Piece, puis notamment du dernier arc en cours, Wano Kuni, qui est littéralement qui retranscrit en fait la situation du Japon, tout simplement, avec dans le fond la fermeture à l'époque du Japon au reste du monde. Pourquoi je suis pas surprise? Bon, ça y est, ça part. Attends, j'ai pas encore parlé d'Hunter x Hunter, fait qu'il y a... mais c'est ça, pour le coup, qui est un arc qui reprend exactement les problèmes et les solutions en fait qui vont amener par les héros pour de la fermeture en fait réouvrir le Japon, et ça va être vraiment la thématique principale globale en fait, sans vraiment entrer dans les détails de cet arc là pour le coup. Fait que c'est une belle initiative je trouve des auteurs. Parce que ça nous permet de nous replonger en fait dans une culture, dans la culture japonaise, ne serait-ce que pour nous étrangers, je veux dire c'est vachement intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous, mais pour les japonais, les lecteurs japonais, c'est quelque chose de déjà connu, fait que c'est vraiment un retour aux sources si on peut dire ça. Maintenant on n'aime pas évidemment, hein. Alors, fait qu'on parlait de Oni tantôt, tant qu'on est sur le concept des yokai et tout ça, avec Demon Slayer pour le coup, qui en a fait littéralement sa marque de fabrique, hein. Je veux dire, c'est une question de démons et de pourfendeurs de démons pour le coup. Beaucoup d'inspiration de l'ère Edo, notamment au niveau des vêtements qui sont magnifiques. Comme vous pouvez je sais pas si on peut le voir correctement. Mais il y a beaucoup de patterns qui font référence au yukata, c'est comme vous pouvez le voir, c'est en noir et blanc, fait que c'est un peu moins beau, mais en couleur ça redonne vraiment un petit plus. Évidemment, l'utilisation des katanas aussi, et les fameuses techniques de... c'est un point que j'aime vraiment beaucoup dans Demon Slayer,
c'est l'utilisation du sabre en fait. Puis au début, je pensais que il y avait des techniques comme un peu Naruto en fait. C'était des techniques qui ressemblaient plus à une espèce de ninjutsu, tu sais, genre tu invoques des éléments. Mais non en fait. D'après ce que, quand tu avances dans l'histoire, tu découvres en fait que le visuel en fait qui accompagne ces techniques-là, les techniques au sabre, en fait, c'est pas juste un visuel ou c'est pas une technique comme Naruto où tu as du ninjutsu ou quoi que ce soit, mais ça représente la façon d'utiliser le katana en fait, par exemple. C'est que par exemple les techniques de l'eau que sont les techniques de notre héros. Le Louis, écoute, on a parlé pas mal de choses, on continue. On est en train de parler de Demon Slayer pour le moment. C'est que le manga qui fait du bruit actuellement. Puis je parlais notamment des techniques utilisées qui sont pas en fait des techniques comme à la Naruto où tu as vraiment un élément qui t'a invoqué, tu sais, mais vraiment ça illustre vraiment la façon d'utiliser le katana, la façon d'exécuter le mouvement, qui fait que les techniques de l'eau qu'utilise notre héros, ça veut juste évoquer la fluidité des gestes et des mouvements qu'il fait, tout simplement. Comme à la différence où Zenitsu par exemple, c'est vraiment le coup flash en fait où il tient son fourreau, c'est la fameuse technique, la fameuse pose du samouraï où comme il fait un coup, il dégaine, c'est une vitesse éclair en fait. Qui est très cool, qui est très réutilisé, c'était une façon, pas une façon mais c'est un modèle qui est très réutilisé des moments où on parle de katana, d'épéiste et de samouraï pour le coup. Donc André qui nous dit je vois qu'on parle de Demon Slayer, mon chouchou du moment. Oui. Ouais, je voulais aussi en parler parce que on a reçu le tome 5 dernièrement, puis il commence à rattraper l'animé. Le tome 5 termine là où à peu près l'animé se termine. Et dans le tome 6, on va voir de la nouveauté pour le coup. Alors, on peut aussi parler de la bataille de Sekigahara. Quand je vous disais que la bataille qui a mis en place l'ère du Tokugawa, en fait, pour le coup, l'ère Edo, qui était vraiment le point de départ, vraiment l'événement important qui a fait que, puis c'est une des premières fois, ou une des seules fois, où un événement extérieur à, je sais pas, une mort d'un empereur, ou comme c'est le cas actuellement, justement, on a changé d'ère au Japon il y a peu, suite au passage de pouvoir en fait de l'empereur Akihiko, je pense, à son fils. Et pour le coup, il y a une bataille qui a vraiment été tragique. On compte à peu près 30 000 samouraïs qui seraient décédés lors de la bataille, ce qui est énorme pour l'époque. Et pour le coup, c'est une des batailles les plus sanglantes et les plus décisives de l'histoire du Japon. Je reviens. C'est Claude qui nous dit, je sais pas comment le manga, mais si j'ai bien aimé l'anime. Mais j'ai bien aimé l'anime. Oui, écoute, le manga est très bien adapté. C'est sûr que l'anime vient rajouter un petit truc en plus, avec les techniques comme je parlais, tout ça, c'est très très cool. Au niveau visuel, c'est très nice. Les musiques aussi sont très nice. Mais le manga est très cool. Et comme je disais, à partir du tome 6 et plus, on aborde du nouveau contenu qui n'a pas encore été montré dans l'anime. Pour le coup, fait qu'on dépasse la saison 1. Alors, on va parler des samouraïs maintenant. Oh, attends. Louis qui nous dit, en parlant de l'Eredo, un petit détour sur l'argument no Kuni de One Piece. Je viens d'en... Je viens d'en parler, Louis, mon dieu. Mais oui, pour reprendre vite l'histoire de l'arc de Wano Kuni sans vraiment spoiler évidemment. Pas de spoil, c'est proscrit justement, attention. Dans le fond, l'arc de Wano qui reprend l'ouverture et la fermeture. L'isolement, puis ensuite potentiellement la réouverture du pays de Wano au reste du monde. C'est ce qui nous est teasé au début de l'arc en fait, tout simplement. J'en dis pas plus, si vous allez le voir, lisez-le, c'est très cool, c'est très bien amené. Puis c'est un arc de malade pour elle. Cool, c'est ce que je disais, on va embarquer sur le côté samouraï pour le coup. Donc, le sujet le plus important que j'ai voulu garder pour vers la fin en fait.
Notamment, il faut savoir que le Bushido, donc la voie du guerrier, qui est différent. Il faut bien différencier que c'est deux choses différentes. En fait, on a vraiment le côté martial des samouraïs avec, c'est des guerriers, c'est des militaires, ils sont là pour défendre le pays. Et suite à l'ère de paix qui suit l'apparition de l'ère Tokugawa, beaucoup de samouraïs vont se tourner ou perfectionner, puis ils vont utiliser en fait leurs principes moraux qu'ont les guerriers, qu'ont leurs guerriers comme ça, les guerriers samouraïs justement pour le transformer en art en fait. Et cet art-là va s'appeler le Bushido, donc, qui est littéralement Bushi qui veut dire brave guerrier, Do la voie. Donc le Bushido qui veut dire la voie du guerrier. Pour le coup. Alors, je suis allé chercher les 7 vertus qui sont importantes à respecter. Donc, il faut savoir que le Bushido, en fait, il y a une grosse réputation, puis une grosse image, en fait, qui est retenue, qui est dédiée aux samouraïs, en fait. Il faut absolument, à tout prix, préserver cette image, en fait, ce paraître qu'ils veulent lancer au reste du monde, finalement, sous peine de se voir déshonorés. Donc, il se base sur un code à 7 vertus à absolument respecter. Et c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus ancré qu'on ne le penserait dans le manga. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, on va commencer par, je vais vous dire en fait les 7 vertus. Donc, on a la droiture, la rigueur, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Alors, ces vertus-là, ça a même une plus grosse, comme je disais, c'est un plus gros impact que juste sur une thématique qui pourrait être abordée dans les mangas. Donc, c'est aussi une des vertus qui reflète en fait la société japonaise au complet, dans le sens où c'est plus ou moins, quelques exceptions près évidemment, comment les Japonais se font voir, puis comment l'attitude de vie en fait que les Japonais veulent avoir en fait vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du reste du monde. C'est l'image en fait qu'ils veulent donner, puis qu'ils donnent en fait au reste du monde. Et plus précisément dans le shonen en fait, puisque ça va être un code qui va revenir très souvent. Fait que là on voit en fait que ces 7 vertus là ont créé littéralement un genre de manga, si on peut dire ça, un genre qui est le shonen, puisque c'est toutes des vertus qu'on va retrouver dans tout shonen en fait qui se respectent, ne serait-ce que pas forcément dans l'histoire au complet, mais c'est dans le héros principal, dans un héros secondaire, qui fait que c'est tout des trucs. Vous pouvez faire l'essai, vous pouvez regarder. Il y a pas mal, beaucoup même de shonen qui vont avoir ces codes et qui vont les respecter. Donc tous ces codes, juste pour la petite annotation historique, ont été fondés et codifiés par Soko Yamaga. C'est comme ça, c'est donné, c'est la petite information. Et notamment, c'est très présent, évidemment, dans Vagabond, qui est... donc c'est un peu tourné différemment, dans le sens où on va suivre notre héros qui est un rocuturier, qui est vraiment un paysan, qui du jour au lendemain va prendre un sabre dans les mains et va se lancer à la quête, dans la quête de perfectionner son art à l'épée. Donc il va clairement, pas tout de suite, mais au bout du compte, au fur et à mesure de l'histoire, va illustrer le Bushido, en fait, purement et simplement. Puis il va le faire par lui-même. Puis il a fait un peu le... C'est très drôle parce que j'aime beaucoup faire la comparaison avec Bruce Lee en fait. Bruce Lee qui a fait à peu près la même chose, mais avec l'art martial en fait. C'est qu'il a pris un art martial de base, puis il est allé à droite et à gauche affronter des maîtres de leur domaine et le confronter à son art martial de base qui était le Jeet Kune Do. Pas le Jeet Kune Do, le Wing Chun plutôt. Pour au final donner le Jeet Kune Do qui, au fur et à mesure, qui comble les lacunes en affrontant ses maîtres des différents arts martiaux, vont donner le Jeet Kune Do. Donc c'est un peu la même chose avec Vagabond, où il passe de roturier paysan, où il prend juste une épée, jusqu'à, il va devenir petit à petit un maître dans son domaine, puis un expert, il va maîtriser son art. Alors, allô Angeline, bienvenue, allô Mathieu, bienvenue parmi nous guys, on parlait de Vagabond à l'instant.
Comme quoi c'est une série qui est très cool, puis qui illustre vraiment l'essence même du Bushido, qui est la voix du guerrier. Donc Vagabond aussi. Bon, j'avais pas le tome 1, fait que j'ai le tome 8, mais il est beau, il est vraiment très très cool. Il est dessiné par Takehiko Inoue, qui est un dieu du dessin, encore une fois. Et plus récemment, en fait, qui est un peu comme Gans, en fait, qui va mélanger le côté science-fiction et modernité, pas modernité, mais tradition, pour le coup, avec Samurai 8, la nouvelle série de Masashi Kishimoto, qui va être l'histoire de Hashimaru, en fait, qui est un jeune garçon avec une condition physique très pauvre, en fait, c'est qu'il a vraiment des problèmes, juste ne serait-ce qu'à à rester vivant, puisqu'il y a une machine qui le maintient en vie. Et son rêve à lui, c'est de devenir un épéiste, un samouraï pour le coup. Et plusieurs éléments qui vont faire que ça va aller dans son sens sans trop vous spoiler. Et encore une fois, on va mélanger ce côté science-fiction avec les nouvelles technologies, avec le côté des les sabres, en fait, qui sont pas vraiment des épées mais différemment, sans trop vous spoiler encore une fois. Puis ce côté traditionnel avec les 7 vertus du Bushido, encore une fois, qui sont reprises. Alors, allô Clément, bienvenue parmi nous. Donc Mathieu qui nous dit, est-ce que Vagabond est une série en cours ou terminée? Alors, malheureusement, c'est une série qui est en cours, et qu'on est rendu à 37 volumes. Donc t'as pas mal de stock si tu veux commencer, mais malheureusement l'auteur fait beaucoup d'hiatus, prend beaucoup de pauses. Ça fait au minimum plus de 5 ans que l'auteur n'a rien écrit sur Vagabond. Donc il a d'autres séries en cours, d'autres séries au programme, notamment il est revenu sur le devant de la scène avec la réédition de Slam Dunk par exemple, qui est juste magnifique mais qui est un manga sur le basketball. Et aux dernières nouvelles, il voulait reprendre son autre série sur du basketball qui est Real. Mais Vagabond pour le moment est en pause depuis plusieurs années pour le coup, malheureusement. Mais comme je t'ai dit, tu as 37 volumes avant d'arriver à temps, fait que tu as pas mal de stock. Puis ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un manga qui s'inspire d'un personnage historique qui a vraiment existé, qui est Musashi. Qui est un personnage qui est vraiment allé sur la voie du Bushido, qui a vraiment expérimenté ça, et qui au crépuscule de sa vie en fait a écrit beaucoup de choses, a écrit ses mémoires, a écrit des poèmes, vraiment plein de choses. Et si tu veux en apprendre plus, je te conseille la version de Eiji Otsuka, je pense, qui est La Pierre et le Sabre et la Parfaite Lumière, qui l'est ni plus ni moins que la biographie complète. C'est un peu, il y a un peu de fiction évidemment, vu que c'est un truc qui date de vraiment longtemps. On n'a pas trop de traces historiques, ou au moins très peu, mais qui est vachement intéressante pour le coup. Hop. Bon, déjà j'ai oublié de parler de démons tantôt, mais Jujutsu Kaisen aussi, qui est arrivé tout récemment en boutique, qui est un manga que j'attendais vraiment beaucoup. Les démons qui vont vraiment être la base en fait de l'histoire, avec notre héros qui va avaler notamment une relique, donc un dos à 2 démons, et pour lever la malédiction il va devoir avaler les 19 autres doigts et voir ce qui se passe après, sans plus vous en dire. C'est une très bonne série que j'attends vraiment beaucoup, puis on a eu les 2 premiers tomes qui sont sortis en même temps. Cool, je vois qu'on arrive à la fin, puis on va parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup encore. Ça fait beaucoup de sujets que j'aime évidemment, mais notamment des geishas. Donc plus précisément avec la courtisane d'Edo, fait que la première fois dans cette présentation en fait qu'on a un shoujo pour le coup, qui est très cool. Donc évidemment ça se passe à l'ère Edo, puis ça parlait des geishas de l'époque en fait qui étaient très répandus, vraiment beaucoup plus répandus que ce qu'on a actuellement, qui est malheureusement un art qui se perd. Il y a encore des geishas, il y a encore des vrais geishas, des écoles de geishas, il y en a vraiment très peu. Mais là où on en comptait plusieurs dizaines de milliers à l'époque, aujourd'hui il me semble qu'on en compte pas mal, pas plus d'une centaine ou quelques centaines. Donc lui qui nous dit Vagabond est en pause, mais il s'agit d'une adaptation d'un roman. Oui, exactement, Louis.
Ça disait le roman La pierre et le sabre et la parfaite lumière pour le coup, qui est adapté en manga. Alors, les geishas. Il faut savoir que il faut faire déjà la distinction entre les deux sortes de geishas. Donc on a vraiment la geisha traditionnelle de l'époque à l'ère Edo, qui est une demoiselle de plaisir qui offrait une prestation, un service en fait. Et on a vraiment beaucoup plus tard l'autre style de geisha qui lui va plus tendre vers le côté des plaisirs charnels avec de la prostitution, des services sexuels et tout ça, qui est venu vraiment beaucoup après, beaucoup plus de temps après la mise en place, puis l'apparition des écoles de geisha et du métier de geisha, parce que oui, c'était un métier, et c'était un métier qui était très bien vu à l'époque, puisque avant d'être juste une femme qui divertissait des hommes, en fait, il faut savoir qu'une geisha, c'est une artiste, c'est une dame de compagnie, c'est un art qui se veut noble, c'est une vie dédiée à l'art, en fait, tout simplement. Et c'est aussi des personnes qui maîtrisent notamment l'art, la musique, l'habillement, la conversation, la danse, les rapports sociaux et le service de thé, entre autres, pour pas tout vous citer. Et pour le coup, c'est vraiment des personnes qui sont hyper cultivées. Je veux dire, je sais pas quel point vous vous rendez compte que tout ce que je viens de citer, le dixième, personnellement, je comprends pas. Genre, c'est vraiment, c'est vraiment des personnes, puis un métier qui est vraiment exceptionnel, je trouve, puis qui se voulait vraiment très exigeant, parce que, encore une fois, le Japon très strict avec pas mal tout ce qu'il fait, est un métier qui est très très répandu dans les années 1712. À partir des années 1712, fait que quelques années après la mise en place de l'ère Tokugawa, donc l'ère Edo. Et petite anecdote, il faut savoir qu'au tout début, les geishas étaient des hommes et pas des femmes. Il y a eu des femmes en parallèle, mais au tout début, le métier de geisha était uniquement réservé aux hommes et pas aux femmes. Puis petit à petit, il y a eu des femmes qui se sont intéressées à ce métier-là. Puis on les appelait pas les geishas, mais on les appelait les onna geishas, qui sont les geishas féminines pour le coup. Et le truc, c'est que très vite, le nombre de geishas, d'onna geishas en fait, a dépassé les geishas masculins en fait à l'époque, qui fait que les rôles se sont inversés. Donc le nom, le titre de métier geisha a été associé aux femmes, et par la suite les hommes sont devenus les otoko geisha, qui sont les geishas masculins pour le coup. Puis ça, donc pour le coup je vous disais, on va parler Courtisane d'Edo, qui est un manga qui m'a vraiment très très plu, qu'il faut absolument que je continue, vu qu'on va suivre l'histoire d'une jeune demoiselle qui va taper dans l'œil de plusieurs samouraïs en fait, donc dans son auberge de geisha, si on peut dire ça. Et on va suivre en fait tous ses déboires amoureux, tout l'évolution de ses sentiments, l'évolution de sa formation, sa tranche de vie, son quotidien, son travail, toute la dureté et puis la sévérité qui est accompagnée de cet apprentissage pour le coup qui est vraiment très strict et très 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 compliqué et très exigeant pour le coup. Écoutez, guys, c'est pas mal ce qui conclut ça. Fait que j'irai avec une conclusion peut-être plus à titre personnel. C'est comme le pourquoi du comment l'ère Edo est si important puis si répandu en fait dans les mangas. C'est, je pense selon moi, que c'est à cause du fait que c'est une période qui se veut éloignée en fait. Et quand on y pense, sauf d'un point de vue de l'humanité, donc finalement l'ère Edo s'est terminée vers 1800 et des 1880 quelque chose, me semble, 1854 exactement. Fait que si on regarde sur l'échelle de l'humanité, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps en fait, c'était à peine il y a 200 ans. Le truc, c'est que l'humanité a tellement évolué au fur et à mesure des temps, en fait, que ça nous paraît tellement loin, en fait. Puis, c'est un truc qui est assez récurrent, c'est des moments où c'est un truc qui détonne, en fait, de notre
quotidien actuel, puis de notre façon de vivre, de façon de voir le monde actuel, qui fait que ça nous donne envie de voyager, en fait, ça nous donne envie de se rendre à cette époque-là, puis de tout redécouvrir, en fait. C'est un monde qui n'était pas si loin, qui nous donne envie, et qui est inconnu, en fait, pour la plupart des gens. Et je pense que c'est en grosse partie pour ça, que c'est vraiment des trucs qui détonnent de ce qu'on connaît actuellement, et qui nous fait rêver, pour le coup. Je pense au yokai, je pense au Oni, c'est vraiment un état d'esprit qui était différent, c'est des traditions qui étaient différentes. On peut le comparer au Moyen-Âge, justement, puis l'utilisation du fantasy ou de la science-fiction, la même chose dans le futur, hein, ça marche aussi. C'est des univers qui sont tellement différents que on veut voyager, on veut sortir de ce quotidien monotone qui est le nôtre actuel, puis rêver, puis genre vraiment partir pour l'inconnu, pour le coup, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup, pour le coup. Puis j'espère que je vous ai un peu donné la piqûre, puis que c'est un peu le but d'aller faire des petites recherches après, justement. Si vous arrivez à faire ces petites recherches-là, moi, ma mission, elle est gagnée. Samy Clou qui nous dit peut-être aussi que les mythes et légendes de cette époque inspirent beaucoup l'imaginaire pour les histoires. Oui, mais c'est ça, c'est comme... C'est tout ce mix, en fait, du fait que... mais comme tu dis, c'est des trucs qu'on ne connaît plus. Comme je disais, que même les Japonais eux-mêmes n'ont plus conscience, ou presque plus conscience, si tu ne t'intéresses pas de lui-même au sujet. C'est plus des trucs qui sont transmis à la population, c'est des trucs qui nous sont étrangers, même si c'est des trucs, c'est par exemple pour un Japonais qui est pas si loin pour le coup, qui fait partie de sa culture. Donc c'est des trucs qui nous fait rêver, en fait. Je pense que c'est pas mal ça le mot d'ordre du coup, c'est tellement inhabituel de ce qu'on connaît que le truc nous donne envie de voyager, le truc nous donne envie de savoir, de découvrir. Ça vient titiller en fait notre côté curiosité de la chose. Fait que ouais, non, je rejoins clairement ton opinion, Samy. Mais non, mais pour le coup, toutes des bonnes séries que je vous ai conseillées là, c'est très très cool. J'ai 95% des séries que j'ai présentées, c'est des séries que j'ai chez moi, que je lis, que je dévore à chaque fois. Comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui me fait voyager, qui me fait sortir de ce monotone, si on peut dire ça, quotidien, qui est notre société moderne. Bon, bah écoutez, guys, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait un beau petit tour. Si c'est un sujet qui vous aime, j'ai essayé d'aborder ça d'une façon différente, plutôt que, comme je disais, vous assommer avec de l'histoire, puis que de l'histoire. N'hésitez pas à donner vos retours, hein, c'est une nouvelle méthode, fait que j'essaie des choses. Puis c'est pas mal ça. Écoutez, on se retrouve pour un prochain live qui devrait pas tarder normalement, qui est déjà au programme, qui s'en vient, qui va être sur les Furios pour ma part. Il y a aussi les autres lives des copains pour le coup, qui devraient arriver. Sur ce, guys, prenez soin de vous, faites attention. Et on se voit la prochaine fois. Bye là.